La seconde partie de notre semaine dans le monde, c'est toute l'actualité de la semaine décryptée par nos éditorialistes. Et si vous nous prenez en cours, je vous les représente très rapidement. François Clémenceau du journal du dimanche, du JDD au service international, rédacteur en chef. Ziad Limam, directeur du mensuel Afrique Magazine. Mustapha Tossa, rédacteur en chef adjoint à Radio Monte Carlo Doualia. Et Alice Tout-le-Monde, directrice éditoriale à Cartooning for Peace. C'est parti donc pour ces Jeux d'hiver de Sochi. 3000 athlètes sont sur place, des Jeux sous très haute sécurité. 100 000 policiers et militaires ont été déployés. Je vous propose tout de suite d'écouter Vladimir Poutine, le président russe qui n'a pas lésiné sur les moyens. Il a mis 37 milliards d'euros pour ces Jeux du jamais vu dans l'histoire de l'olympisme. La Russie s'est préparée sérieusement et de façon responsable aux Jeux olympiques, avec un immense amour pour le sport. Nous attendons les Jeux avec joie et beaucoup d'espoir. Je suis sûr que grâce à tout ce travail constructif, où nous avons tous mis un peu de notre âme, tous les participants et les invités des Jeux olympiques s'en souviendront longtemps. Nous espérons qu'ils seront capables de ressentir l'esprit de la Russie d'aujourd'hui. Mustapha Tossa, alors on sait, il y a de nombreux dirigeants occidentaux, Barack Obama, François Hollande, Joachim Gauck, le président allemand, qui n'ont pas fait le déplacement. Est-ce qu'il y a une volonté de boycotter ces Jeux? Ou comme le disait cette semaine sur notre plateau ici Pascal Boniface, qui nous expliquait que finalement ces Jeux d'hiver, eh bien, c'était pas, voilà, les chefs d'État n'accouraient pas, c'est très différent des Jeux d'été. En fait, en suivant un petit peu la préparation de ces Jeux jusqu'à leur lancement maintenant, on a l'impression qu'il y a un double discours. D'un côté, le discours politique qui ne veut pas donner quitus à Vladimir Poutine. On ne veut pas être dans la même photo que lui sur ces Jeux-là. Mais d'un autre côté, il y a tous les sportifs qui sont très contents de participer à cette fiesta du sport qui a coûté 37 milliards d'euros. Donc il y a là un double discours. Un double discours, bien sûr, il y a le souci sécuritaire extrêmement important. Tout le monde s'attend à ce que ces Jeux soient victimes ou l'objet d'attentats terroristes dans cette région du Caucase qui est extrêmement instable, extrêmement dangereuse. Bon, si on veut résumer, c'est une opération on ne parle plus de jeu de Sochi, on parle de jeu de Poutine. C'est une gigantesque opération de relations publiques à 137 milliards de dollars. Poutine essaie de montrer au monde que la Russie est capable de relever ce défi, d'organiser des jeux gigantesques et sans que cela puisse avoir un effet sur la sécurité. De dire que la Russie d'aujourd'hui est une Russie avec laquelle on doit compter. Il le fait sur des dossiers régionaux comme la Syrie et l'Iran. Il le fait sur ce plan organisationnel et symbolique. Donc on va voir comment les Jeux vont se dérouler. S'il ne se passe rien en termes de sécurité, si les Jeux réussissent, on tirera chapeau à Poutine. Eh ben, sinon, on le critiquera comme les Occidentaux avaient l'occasion de le faire avant. C'est un pays non démocratique qui veut se donner une façade démocratique, qui veut se donner une façade sympathique. Et c'est ça l'objet de ces Jeux-là. Vous iriez aussi loin que Mustapha de dire que c'est un pays qui est non démocratique et qui veut se donner une façade démocratique. On peut le dire de manière aussi tranchée. François Clémenceau, vous êtes d'accord? On ne peut pas dire que la Russie soit une très grande démocratie. Bon, incontestablement, il y a eu des réformes. Incontestablement, il y a eu un certain nombre de progrès qui ont été réalisés. Et pas seulement avec Poutine, mais avant Poutine également. Lorsque Poutine obtient les Jeux, c'était donc il y a quoi, 7 ans? 7 ans. La Russie d'il y a 7 ans n'est plus la même qu'aujourd'hui. Mais que Poutine ait cherché, à travers ces Jeux, à obtenir une forme de respectabilité, et surtout que les projecteurs soient braqués sur son pays, pour cette fête-là en particulier, pour ne pas les braquer ailleurs, c'est-à-dire sur un certain nombre de dossiers ou de conflits. Parlons des droits de l'homme, parlons de l'Ukraine, parlons de son soutien à Bachar el-Assad. Mais il y a 7 ans, ce n'était pas ces dossiers-là qui faisaient la une, c'était d'autres dossiers encore. La Russie pose ce problème au monde, qui est de vouloir revenir sur la scène internationale à travers tous les sujets, à travers toutes les grandes crises, et personne ne peut reprocher ça, ni à Vladimir Poutine, ni aux autorités russes. La question, c'est la méthode, le comment. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que la façon dont Poutine s'y prend pour s'installer dans les dossiers ou pour les régler éventuellement soit la bonne méthode. Personne ne conteste le fait qu'il veuille mettre du poids, et le poids de la diplomatie russe ou le poids des autorités russes sur un certain nombre de grands dossiers mondiaux. La Russie le mérite. La question, c'est est-ce qu'il apporte les bonnes solutions? Et de ce point de vue-là, si vous regardez l'Ukraine aujourd'hui, si vous regardez la Syrie, oui, il y a eu un effort de fait, mais sincèrement, on ne peut pas dire aujourd'hui la Russie joue les bonnes cartes. Ce qui est très impressionnant, c'est quand on fait des couvertures de magazines, le Tsar, etc., c'est impressionnant le pouvoir absolu.
Moi, je trouve que ces jeux, c'est l'incarnation du pouvoir absolu d'un homme sur un régime, sur un pays quand même de 170 millions d'habitants, sur une puissance économique. Les Russes sont très heureux quand même de ces jeux. Il y a eu des sondages. D'un autre côté, ça serait difficile qu'ils ne soient pas heureux au moment où leur pays... national. Oui, bien sûr, et on exploite le nationalisme russe, etc. Mais je ne pense pas que les Russes soient très heureux de leur vie en ce moment. Je ne pense pas que les Russes soient très heureux de leur niveau de vie. Je ne pense pas que les élites russes des grandes villes soient très heureuses du fait qu'elles puissent absolument rien dire ni écrire. Je ne pense pas que la Russie soit dans un élan moderniste, et on le voit très bien sur l'affaire de l'Ukraine. On voit très bien que les élites de ces pays sont tractées, attirées vers le modèle européen et absolument pas vers un modèle nationalistico-centré à la Poutine. Donc il y a quelque chose d'à la fois démesuré sur le plan de sa capacité à décider des choses. D'engager 50 milliards de dollars, et il semblerait qu'un certain nombre de ses copains, tout de bas en haut de l'échelle, se soient sucrés allègrement pour vivre pendant 50 générations tranquillement. Donc c'est effectivement un tiers de la somme, c'est juste considérable. Après, il y a aussi le regard des Occidentaux. Je pense qu'on pourrait aussi avoir un tout petit peu de recul nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on tape à bras raccourcis sur la Russie à un point où ça devient un petit peu suspect. Alors, je ne sais pas si on était comme ça avant les Jeux Olympiques de Pékin. Je me rappelle qu'on avait dit Tibet, puis finalement on avait dit oui, mais quand même la Chine, ceci, cela. Donc là, il y a aussi un petit côté... Il y a un petit côté, ces gus-là, c'est vraiment du brut de déco. Regardez leurs toilettes, regardez leurs hôtels. Bon, je veux bien, mais je suis sûr que si on regardait l'histoire de tous les Jeux Olympiques depuis je ne sais combien de temps, les toilettes n'étaient pas opérationnelles le jour J. Il y a quelque chose qui me gêne un tout petit peu dans la caricature. Mais l'ultra-pouvoir de Vladimir Poutine, c'est un problème. C'est un problème pour la Russie et pour les voisins de la Russie et pour le système global. C'est-à-dire qu'il faut des balances. C'est tellement personnalisé aussi. C'est Poutine, on l'a vu sur des photos, on l'a vu partout. Il se met en scène, oui. C'est vraiment entre guillemets, le dictateur personnalisé. C'est le culte du chef personnalisé. En plus, avec cette musculature qu'il jette au regard du monde, comme si c'était une espèce de symbole phallique russe. Vous imagineriez Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy ou François Hollande faire du patinage, du hockey, du ski, juste pour pouvoir vanter... Ils font du scooter. Nous, la France vend sa virilité autrement par ses présidents, donc c'est autre chose, c'est notre culture. Non, mais c'est vrai qu'il y a un culte de la personnalité qui effectivement est un peu démesuré. Que ça plaise aux Russes, tant mieux, tant mieux pour eux, mais je suis pas sûr non plus. Quand ils s'apercevront qu'effectivement, il y a eu entre 10 et 20 milliards qui sont partis on ne sait pas où, et de l'aveu même d'ailleurs d'un certain nombre de co-organisateurs, je ne suis pas sûr que les Russes soient très satisfaits de voir que, même si, surtout en ce moment, où l'économie russe ne va pas bien, surtout au moment où on s'apprête à donner 15 milliards à l'Ukraine en le prélevant sur les fonds de pension des Russes. Il y a un vrai souci là. Puis moi ce qui m'intéressait aussi, j'ai regardé depuis 2-3 jours les télévisions américaines, et ils présentent le plan des Américains au cas où les Jeux sont attaqués par des terroristes, comment exfiltrer leurs champions, leurs athlètes, et c'est extrêmement... Les Américains, ils ont mis d'ailleurs 2 bateaux, je crois qu'ils ont installés en mer Noire en cas de problème. Et ça, c'est vraiment une architecture, une vision absolument James Bondesque, si je peux me permettre comme ça. Vraiment, tout le monde est sur les dents à attendre que les choses aillent se passer. Rapidement, Ziad, et ensuite Alice. Je pense qu'une bonne partie de la Russie, en tous les cas celle qui vit dans l'économie moderne, elle a envie de se globaliser. Elle a envie d'être comme tout le monde. Et elle en a un petit peu marre de cette image qu'on leur colle, des espèces de machos survitaminés, nationalistes et dangereux. Et franchement, ça se sent. Moi, je suis allé 2 fois à Moscou. On sent vraiment une rupture entre cette Russie ouverte sur le monde et une Russie, c'est vrai, plus traditionnelle mais plus rurale, mais qui est coupée des sources d'information, à qui on vend un espèce de mythe organisé, modelé, etc. Donc ça va bouger ce pays. Ça peut pas rester comme ça, d'être aussi proche de l'Europe et du monde occidental et en étant aussi difficile sur le plan politique. Alice. Moi, je voudrais parler, on vient de parler du regard de l'Occident sur ces jeux. Là, je vous ai apporté ici un dessin de Mix et Remix qui est suisse et qui dessine dans le journal Le Matin, qui me fait bien rire. Donc, c'est les Jeux de Poutine à Sotchi, que le meilleur gagne. Ce n'est pas démocratique, dit l'Occident. Petite blague un petit peu pour remettre les choses dans leur contexte. Évidemment, alors les dessinateurs se sont beaucoup inspirés des Jeux de Sotchi. On a reçu des centaines de dessins. La première chose qu'ils mettent en avant, c'est les droits de l'homme, l'égalité,
gays, les dissidents, les prisonniers politiques. C'est vrai que la parole engagée, elle est dans ce sens-là. Et évidemment, Poutine en dictateur ici, ça c'est un dessin de Zapiro, ça vient d'Afrique du Sud, le Times. Clean up, we're ready to start. Allez, on lave tout ça pour commencer. Un dessin de Cécile Bertrand ici dans la Libre Belgique. Et là, on voit le skieur, qu'est-ce qu'il a dans les mains? C'est des petits bonhommes. Donc l'oppression du peuple, là c'est Côté, ça c'est un dessin qui nous vient du Canada, le journal Le Soleil. Alors le billet de 50 milliards de dollars en dollars et 37 milliards en euros. D'euros, voilà, qui est brûlé, qui est en flamme olympique. On parlait tout à l'heure, mais que pense le peuple russe? Ça, c'est un dessin qui nous vient de Hollande, Job Bertrams, qui publie souvent dans le Courrier international, qui représente voilà, ce peuple alors, qui porte le t-shirt I Love Poutine, qui est bourré à la Volca, avec l'emblème des Jeux Olympiques, et le dessin qui s'appelle Pride, fierté populaire. Voilà, c'est un dessin qui pose peut-être toutes ces questions. On aimerait bien savoir réellement ce que pense le peuple russe. Et là, une petite blague, mais qui n'est pas si blague que ça, puisque les pauvres homosexuels, depuis le début, quand même, sont les premiers opprimés, menacés. D'ailleurs, on a vu les vidéos qui ont été publiées par Human Rights Watch cette semaine, assez terrifiantes. Qui ont d'ailleurs été vues 1 million de fois. 2 millions. 2 millions, c'est passé à 2 millions. Ouais. Et mardi ou mercredi, on était déjà à 1 million de vues. Et donc, voilà. Ah oui, on se souvient de... Je voulais vous montrer ce dessin là qui reprend les JO de 68. C'est un dessin qui vient d'Italie, qui a été publié dans Il Manifeste, c'est Mauro Biani. Et donc, ces deux hommes avec les couleurs du drapeau gay derrière. Voilà la photo là de 68. Et juste pour terminer, parce que ça c'est quand même marrant, un dessin qui vient d'Israël. C'est un dessinateur qui s'appelle Shei Sharka. Et donc, Poutine qui fait du slalom entre le drapeau gay et le drapeau, les musulmans. Voilà, un dossier qui a bien inspiré les dessinateurs de presse cette semaine. Et c'est pas fini. On va parler, si vous le voulez bien, du gouvernement français qui a retiré son projet de loi famille au lendemain de la manif pour tous. On va écouter, si vous le voulez bien, Najat Vallaud-Belkacem, porte-parole du gouvernement, qui refuse de parler de reculade. C'était mardi. Ce projet de loi famille, tout le monde en parle, tout le monde le commente, tout le monde le fantasme même parfois, sans en avoir jamais lu une seule ligne. Et pour cause, les travaux autour de ce projet de loi sont très loin d'être finalisés. Et c'est le sort normal d'un texte lorsqu'il n'est pas suffisamment prêt que de se voir repousser de quelques mois. Nous ne repoussons aucunement le projet de loi à l'aune de la manifestation. Bon, Moustapha Tossa, on n'y croit pas trop quand même à cet argument. Hein. Non, reculade, il y a reculade. Maintenant, il faut évaluer cette reculade. Pour moi, c'est une reculade intelligente de la part de François Hollande, parce que les choses étaient telles, la contestation, la fédération des colères était telle que cela pouvait aboutir à quelque chose dont on n'aimerait pas avoir les conséquences sociales. Donc il y a une reculade parce que les services du Premier ministre, c'est son service de renseignement social, si je peux m'exprimer ainsi, lui a dit que la lampe rouge est en train de s'allumer et qu'il y a des séquences électorales à venir et qu'il faut absolument parler aux Français. Et ces Français qui étaient déjà déçus, entre guillemets, par la priorité qui a été accordée au mariage pour tous. Parce que c'est vrai que c'était une promesse électorale, mais le fait de la mettre en priorité absolue en début de mandat, ça a beaucoup déçu les Français. Et venir sur ce terrain-là... Ça a beaucoup déçu les Français quand même. Ça a déçu une partie des Français. Parce qu'il ne faut pas dire tous les Français. Parce qu'il y a des Français qui soutiennent tout à fait le mariage pour tous, et notamment ceux qui ont voté pour François Hollande. Et ils sont majoritaires dans ce pays. En tout cas, il y a 1 an et demi, ils ont voté pour cette proposition. Mais on ne les a pas entendus. On a entendu beaucoup plus ceux qui critiquaient sa démarche. Moi parce que j'ai eu déjà l'occasion de parler de ça, je ne suis pas contre le projet de mariage pour tous. Moi, ce que je conteste, c'est le timing de ce projet. François Clémenceau. Oui, mais il y a beaucoup d'hypocrisie là-dedans, parce qu'on n'a jamais vu un gouvernement, où que ce soit, ne faire des réformes que sur le plan économique et social pendant 5 ans. Et en mettant de côté, parce que c'est jamais le bon moment, toutes les réformes sociétales. Et notamment celles qui La peine de mort, 1980, voilà. C'est au début du mandat de François Mitterrand. Hein. Exactement. Alors qu'il y avait des urgences, à l'époque déjà on disait 1 million de chômeurs, etc. Donc c'est de l'hypocrisie que de dire que ça n'est jamais le bon moment. En revanche, de la part du gouvernement et du président de la République, de dire il n'y a pas d'urgence, on peut reporter, on peut continuer à discuter et puis remettre ça dans le circuit de la législature,
de 3 mois, de 6 mois, d'1 an. Voilà. Non, mais ce qui est gênant, François Clémenceau, c'est le fait qu'il y ait eu cette manif pour tous ce dimanche, que Manuel Valls s'est dit que c'était un mouvement anti-républicain et que le lundi matin, la République recule devant ce qu'elle considère comme un mouvement anti-républicain. C'est ça qui était peut-être un peu gênant. Ça n'est pas une reculade par rapport à la manif. C'est une façon de procéder qui consiste à déminer, en train de se dire, ça sert à rien d'envenimer une situation, de rajouter de l'huile sur le feu, de jouer une sorte de bras de fer, alors que, encore une fois, il n'y a pas d'urgence. Donc, que le gouvernement, un certain nombre d'élus socialistes en font une affaire, j'allais dire presque personnelle. C'est une évidence. Que le gouvernement ait une politique de communication à ce sujet qui soit proche de zéro, c'est un fait. Mais il n'y a pas de fracture au sein de la société française entre ceux qui souhaitent que ce projet aille à son terme et ceux qui ne le souhaitent pas. Quand vous posez la question dans les enquêtes d'opinion sur êtes-vous pour ou contre les réformes sociétales qui ont déjà été votées depuis le début du quinquennat, 68% de Français disent oui. Quand vous allez chercher, y compris chez les catholiques, la réponse est oui à 54%. Mais chez les catholiques pratiquants, oui, il y a une opposition. Est-ce que les catholiques pratiquants en France sont majoritaires? Non. Donc la question n'est pas là. La question est juste de... qu'aujourd'hui, au moment où le président Hollande présente aux Français son pacte de responsabilité, qui est la grande affaire du moment, est-ce qu'on va polluer ça avec la discussion au Parlement sur la loi famille? Eh bien, on s'est rendu compte au dernier moment, sans doute un peu tard, que non. Oui, mais François, il l'avait quand même mis dans le programme. Non, quand même, Bertinotti, le ministre, avait dit qu'il y avait... Donc, ils se sont quand même rendus un peu tard compte le lendemain qu'il y avait le feu au lac. Moi, je pense que tu as raison, c'est-à-dire que, très mauvais timing. 2, moi je pense que François Hollande, cette loi ne l'intéresse pas. Oui. Dans la campagne, sur ces questions précises qui posent débat sur la PMA, la GPA PMA. GPA PMA, il a toujours été un petit peu en disant que c'était peut-être plus complexe que ça. Et donc quand on voit le lundi que ça crée la mobilisation à droite et que ça crée la zizanie à gauche dans son propre camp, parce que si la loi était venue au Parlement, on aurait vu les surenchères de tous les côtés, y compris à gauche et chez les Verts et l'extrême gauche, etc. Donc il a dit stop, pour une fois, c'est déjà pas mal. Et la deuxième chose, moi je pense, c'est que c'est des débats complexes et qu'il faut qu'on s'habitue en France à parler de ces choses-là pendant des mois avant de sortir une loi. Et que ça touche tout le monde dans sa vie quotidienne. Il faut que tout le monde participe au niveau associatif, civil, etc., que ça remonte petit à petit vers le Parlement. Donc on en est là, s'il ne l'enterre pas définitivement. Alice, un ou deux dessins, parce qu'après il faut qu'on rejoigne Karim. Juste pour rajouter par rapport à la discussion, il y a évidemment la question des municipales qui arrive prochainement. Dans 45 jours, là, 23 et 30 mars. Il fallait aussi un peu préserver les socialistes. Je pense que pour moi, en tout cas c'est mon interprétation du recul. On parlait tout à l'heure des Jeux de Sochi, je ne peux pas m'empêcher de vous montrer ce dessin de Chimulus qui fait la transition entre les deux, la reculade, et c'est François Hollande avec une famille qui applaudit l'épreuve la reculade, il passe sous la PMA et le GPA, et un dessin aussi de Aurel qui publie ce dessin dans Politis, Manif pour tous. Et alors là, je vais vous lire le texte parce que c'est un peu petit. Contre la théorie du genre, mais sceptique sur les journées de retrait. Donc c'est en lien avec ce qui s'est passé la semaine dernière sur les écoles. Et c'est une famille catholique et la femme qui dit sceptique aussi sur la technique du retrait. Un peu d'humour des sénateurs pour terminer cette soirée. Merci Alice. Merci à tous les quatre. Vous restez avec moi. Vous êtes tout rouge, François? Du tout. Vous avez pris un petit coup de... Vous restez avec nous. Je rejoins Karim Miaoui. C'est la blague d'Alice. C'est un truc en fait, voilà, ce qu'on a oublié de vous dire, c'est que tous les vendredis soirs, Alice nous fait une petite blague de cet ordre-là. La semaine dernière, c'est moi. J'étais un peu perturbée. Vous pouvez réagir évidemment à la chronique de Karim et on va reparler évidemment des Jeux de Sochi. Alors on parle des Jeux de Sochi et sous un angle bien particulier sur le site du Nouvel Observateur. Sochi sera gay. Les Russes n'avaient qu'à pas provoquer. Et finalement, à vouloir interdire la propagande homosexuelle, Poutine a fait de ces Jeux qui s'ouvrait aujourd'hui une tribune mondiale pour la défense des droits LGBT. Alors c'est vrai qu'il y a plein d'initiatives. Juste pour commencer, le moteur de recherche Google aujourd'hui, eh bien, il avait ce visage-là aux couleurs des homosexuels, finalement, avec cette petite devise juste en dessous, celle tirée de la charte olympique. Chaque individu doit avoir la possibilité de faire du sport sans discrimination d'aucune sorte et dans l'esprit olympique. Ça c'est dit. Et puis, évidemment, on a ressorti cette image, c'est l'équipe allemande. À l'époque, on avait trouvé ça hideux, leur tenue pour les Jeux olympiques. Aujourd'hui, certains y voient un symbole ou une provocation, c'est selon, à l'égard de Vladimir Poutine.
Du côté du Canada, on nous explique qu'on a hissé des drapeaux, les drapeaux aux couleurs de l'arc-en-ciel, en signe de soutien à la communauté gay. Et puis, François Hollande n'y est pas, Barack Obama non plus. Alors on peut se demander est-ce que c'est une forme de boycott. Il y en a qui l'assument complètement. La commissaire européenne Viviane Reding, elle dit « Je n'irai certainement pas à Sochi tant que les minorités seront traitées de la façon dont elles sont traitées ». Je vous montre un autre tweet avec ce petit logo. On ne le voit pas très bien, mais certains tweetos aujourd'hui affichaient les anneaux olympiques. À la place des anneaux olympiques, on avait des cœurs de toutes les couleurs, aussi en soutien à la communauté gay, lesbienne. Le site du Guardian fait écho à cette initiative. 200 écrivains ont signé une lettre adressée à Vladimir Poutine pour le mettre en garde en quelque sorte face à ces dérives. Alors on va découvrir une petite vidéo. Les gens qui sont habitués à utiliser Facebook pour les 10 ans de Facebook avaient la possibilité de revivre les moments clés depuis qu'ils se sont inscrits. Certains ont imaginé à quoi ressemblerait la vidéo de Vladimir Poutine. Regardez. Voilà, ça ressemble à ça. Je suppose que la vôtre, si vous en avez une, est un petit peu différente. On va parler un petit peu de l'Algérie. On va parler de l'Algérie parce que cette semaine, dans les médias, on a beaucoup parlé de la lutte larvée entre le FLN, en tout cas... Et une partie de l'armée. Et une partie de l'armée, le secrétaire général du FLN, qui s'en est pris à un homme qu'on connaît assez peu parce que c'est le chef des services secrets algériens. Toufik, exactement. Toufik Mohamed Medienne, de son vrai nom. Et c'est vrai que ça a beaucoup occupé les médias algériens, notamment à cause aussi de cette une du Jeune Indépendant, quand un homo provoque un homme. Alors, l'homo, ce serait le secrétaire général du FLN, et l'homme, ce serait ce fameux général Toufik. Alors, beaucoup voient une volonté du camp de Bouteflika d'imposer la candidature du président sortant, alors que du côté de l'armée, en tout cas une partie de l'armée et des services secrets, on voit ça plutôt d'un mauvais œil. Alors d'autres ont un regard un peu plus positif sur les choses. Peut-être que cette mise à l'écart de cet homme qui symbolise un petit peu le pouvoir occulte en Algérie pourrait marquer l'avènement d'une société civile, enfin, mais beaucoup imaginent surtout que c'est par une volonté de préserver certains avantages que le clan de Bouteflika essaye de l'écarter. Merci beaucoup Karim, on vous retrouve un peu plus tard. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette semaine dans le monde. Merci à vous de nous avoir suivis. On va se quitter, si vous le voulez bien, avec ces images en direct de Sochi. Et c'est parti pour les JO, et ce jusqu'au 23 février. Très belle soirée, très bon week-end.